Bien, je vais continuer l'analyse du texte de Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Laissons un millier de sociétés fleurir, dont j'ai parlé la dernière fois. Je résume très rapidement. Nous vivons dans des démocraties zombies et nous sommes dans la phase de dissolution culturelle. C'est pour ça que nous sommes en pleine guerre culturelle d'ailleurs. Ça veut dire que les sociétés modernes, en tout cas l'Occident, les gens ne partagent plus ou de moins en moins de culture. Et c'est très perturbant. Nous avons besoin de culture. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Les cultures ne sont pas juste des agrégats de codes, de mœurs, de production artistique et compagnie. Ce sont littéralement des intelligences collectives émergentes. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je raconte. Donc les manières traditionnelles de produire de la culture, nous dit Vitalik Buterin, ne fonctionnent plus. On en était là, à peu près vers presque la moitié du texte. Et donc, qu'est-ce qu'il propose à la place? Donc, nous avons besoin d'un chemin différent. Nous voulons un meilleur jeu mondial pour l'évolution culturelle. Un environnement dans lequel les cultures peuvent s'améliorer et être en compétition. Évidemment, pas sur une base violente de la force et tout ça. Donc, c'est de ça qu'il parle. Et c'est précisément, exactement, le sujet de mon bouquin. Le point de départ, c'est l'assassinat de Charlie Kirk, mais la conclusion, c'est la même que celle de Vitalik. Nous devons mettre en place un nouveau système qui permette de reconnaître, en tout cas moi c'est la thèse que je défends, de reconnaître institutionnellement les cultures, de leur donner une existence juridique. Et l'idée, c'est de pouvoir cultiver des cultures. C'est exactement le même objectif. Et quelque part, la néo-réaction, Curtis Yarvin, avec son patchwork, c'est à peu près la même chose qu'il vise. Peut-être pas en ces mots-là, mais l'idée, c'est que l'individu seul atomisé face à l'État, c'est extrêmement aliénant. C'est pour ça que nous nous retrouvons sous le règne de la bureaucrature, je l'appelle ça comme ça, la dictature de la bureaucratie. C'est pour ça que le jeu politique ne m'intéresse pas des masses, parce qu'en réalité, les politiciens sont juste des VRP de politique qui sont décidés par des bureaucrates, les lobbies et compagnie. Mais nous sommes une espèce sociale. Nous avons besoin de vivre avec les autres. Et c'est très... Enfin, ça provoque de grandes souffrances d'éliminer cet échelon culturel, de le dissoudre dans la grande soupe de la mondialisation, en fait, économique. Et je précise une chose, de mon point de vue, quand je vous parle de spiritualité, le grand impensé spirituel de notre époque, c'est précisément les cultures. C'est un impensé au niveau politique, au niveau philosophique et au niveau spirituel. Je fais une micro-parenthèse là-dessus. Et je précise bien que, par culture, j'entends intelligence collective émergente. C'est ça qui est l'impensé de notre époque. Parce que quand on rajoute cet échelon de compréhension dans son modèle du monde, ça éclaire énormément de choses. Petite parenthèse pour les occultistes et les ésotéristes, c'est ce qu'on appelle effectivement les égrégores, les formes pensées. Mais si vous rajoutez cette notion de culture, toutes les questions de conspirationnisme, en fait, sont résolues. Ce qui conspire, en réalité, ce ne sont pas vraiment les gens, ce sont les cultures. Parce que ce sont des entités émergentes qui existent vraiment, vraiment entre guillemets. Bon, je vais pas développer ça, c'est pas le sujet, mais c'est pour insister sur l'importance de ces histoires de culture. Et je précise que je vais pas le développer maintenant parce que ça serait beaucoup trop long. J'ai écrit tout un livre pour expliquer la mécanique culturelle dans les détails. Comment les cultures émergent, comment elles nous influencent, comment elles nous guident et nous pilotent, tous les rouages dans ce bouquin. Donc revenons au sujet. Qu'est-ce qu'il propose pour incuber des nouvelles cultures? Ça s'articule autour de trois notions, les hubs, les zones et les tribus, la première notion. Tribu, hub et zone. Le tout formant ce qu'il appelle un archipel. On va regarder ça. Donc les tribus, c'est très simple, c'est les gens qui se retrouvent autour de certaines valeurs. Donc on n'impose pas les valeurs, c'est juste on dit, ben voilà, voilà mes valeurs qui même me suivent en gros. Donc il parle par exemple des communautés carnivoristes, on va dire, des communautés paléo, voilà, ce genre de choses, ça existe déjà. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Ensuite, il dit, on a besoin de hubs dans lesquels les gens se retrouvent en vrai et qui existent qui permettent d'incarner en quelque sorte ces cultures et de donner une assise aux tribus. Alors là, c'est assez intuitif hein, comme notion, et il dit une chose intéressante, c'est d'après lui, il y a une masse critique à atteindre. Les hubs, donc les hubs, ce sont des lieux physiques. Hein.
Ça peut être un quartier, ça peut être un campus, ça peut être un village, etc. Ça peut même être une chambre hein, dans l'absolu, pour le plus petit. Mais il dit, bon, 100 un hub de 100 personnes, en fait, qui peut accueillir 100 personnes, c'est trop petit. D'après son expérience. Hein. Et donc il dit, créer des hubs corrects, ça sera probablement la prochaine étape pour avoir des tribus qui réussissent, compétitives en gros. Pour lui, la masse critique se situerait autour de 2600 personnes, à peu près. Ensuite, il part des zones. Alors là, c'est la partie que j'ai trouvée vraiment la plus intéressante. Parce que bon, jusqu'ici, les tribus et les hubs, c'est des trucs qu'on connaît déjà plus ou moins. Pas vraiment nouveau. Enfin, au moins intuitivement, ça se comprend. Les zones, là, c'est différent. Et en tout cas, par les impacts que ça peut avoir. Moi, ça m'a fait réfléchir. Une zone, c'est quoi? En fait, c'est un pays qui dédie une zone à une expérimentation sociale. Et donc il parle de la zone Shenzhen qui a permis à la Chine de se développer. Et c'est très très malin en fait comme système parce que ça permet de ramener de l'activité économique, des connaissances, mais ça permet aussi de protéger la culture de son pays, de ne pas se retrouver complètement dissolu dans le mondialisme dont je parlais précédemment. Donc j'avais jamais réfléchi à ça sous cet angle-là. Et l'idée des zones, c'est que ce sont des endroits avec des lois différentes. Vous avez un pays, la Chine, avec ses propres lois, mais vous créez une zone spéciale avec des lois différentes qui vous permettent de faire l'interface avec le reste du monde finalement et de protéger en même temps votre culture. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment, je pense, fondamental à comprendre. Et il explique que les pays ont tout à fait intérêt à créer ce genre de zone. Donc ça pourrait se multiplier à l'avenir. Et c'est déjà le cas. Donc les pays en voie de développement, ils ont tout intérêt à faire ça pour accueillir des pôles de compétences de l'activité économique. Et ben après, par compétition, par concurrence entre les États, les pays développés vont vouloir garder vont pas vouloir subir un brain drain, une fuite des cerveaux. Donc ils vont devoir faire la même chose. Et l'intérêt de ça, c'est véritablement l'expérimentation légale. On se donne des règles différentes. Alors que les tribus et les hubs, c'est vraiment au sein d'une législation donnée, on expérimente des cultures qui émergent de la pratique des gens. Donc là, on est dans le bottom-up. Et cette fois-ci, dans les zones, on est dans le top-down. C'est décidé en haut et ça s'applique en bas, vers le bas. Alors, donc ça, cette idée des zones, et le fait que c'est dans l'intérêt des États de développer ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, d'une part. Mais d'autre part, il amène une autre idée qui ne sera pas étrangère aux libéraux ou aux libertariens, s'il y en a qui suivent la chaîne. C'est l'idée du parrainage. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Il explique que comment on fait pour pour accepter ou refuser les gens qui viennent dans ces zones. En général, on fait du profiling, donc on regarde, on prend des heuristiques, tu viens de telle ville, ou tu as telle compétence, ou tu es de telle religion, etc., pour vérifier s'il y a compatibilité culturelle. Mais ces trucs, c'est toujours, en fait, problématique. Donc là, ce qu'il propose, c'est qu'il y a une personne qui se porte caution. Donc si vous êtes accueilli dans une communauté et que vous faites n'importe quoi, vous n'êtes pas le seul responsable. Et ça change tout. Et ça permet de créer, je pense, véritablement des cultures beaucoup plus solides. Parce qu'il y a un véritable lien entre les gens. C'est pas, je viens en touriste, je regarde, ça me plaît pas, je repars. Il y a une prise de responsabilité de la part de tout le monde, avec ce système de parrainage. Et j'en profite pour répondre à cette question de Robbie Mio, suite à ma première vidéo. L'intelligence collective est-elle le fruit d'une division du travail ou la somme des réactivités instinctives animales ou intellectuelles humaines individuelles? Les deux. Ça s'appelle les sociétés de fusion-fission. Bon, je ne vais pas détailler, ça m'amènerait trop loin, mais oui, c'est les deux. Et qu'est-ce qui retient les individus au sein des groupes volontairement constitués en cas d'échec ou d'insatisfaction personnelle? Ça c'est une vraie question. Parce qu'en fait, avant, on reste... Donc, Robbie dit, c'est une question venue de l'ancien monde. Oui, parce qu'avant, en fait, on était contraints de rester les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, on n'est plus contraints. Donc, qu'est-ce qui retient les gens? À 150 ou 200 personnes, un groupe est-il viable sans faire appel à des productions étrangères? C'est-à-dire, est-ce que c'est viable sans faire appel, je sais pas moi, aux restos du coin, aux agriculteurs du coin? Non. Je vais te répondre, non. L'idée de ces communautés, c'est de créer de la culture. C'est pas de créer de l'autonomie, de l'indépendance, de l'autarcie, de toute manière. Mais bon, la réponse à ta question, la masse critique nécessaire pour qu'il y ait
une relative autonomie, ben voilà, c'est autour de 2600, peut-être, voilà, entre 1000 et 10 000. Et ça correspond à ce qui s'appelle le minimum viable population en démographie. La population minimale qui pourrait survivre si on la laissait toute seule dans un coin sans être reliée à rien du monde extérieur. Et je dis en passant que l'humanité a frôlé ce seuil à une époque, on a failli disparaître. Donc voilà, qu'est-ce qui retient les individus? C'est ça, en fait. C'est de mettre en place ce genre de système de responsabilité partagée. Et pour moi, ça, c'est central. C'est une des thématiques que je développe ici, là, dans mon bouquin, sur les cultures. On a besoin de sortir de l'individualisme et donc de remettre des doses calibrées de responsabilité partagée. Donc, le système de parrainage, c'est la manière libérale de le faire. Il y a d'autres manières, mais moi, ça me parle beaucoup. Voilà, donc après, il parle des risques de tout ça, notamment les risques de récupération par les techno-milliardaires, par les États, mais il pose la question, est-ce que les zones et les tribus devraient coopérer? Il dit oui, ce sont des choses différentes, des niveaux différents, et donc il propose ce schéma où il dit, il y a l'État. Aujourd'hui, tout doit passer par un État, hein, en tout cas, ça n'existe pas. Enfin, il y a des micro-zones, mais bon, bref. Donc ces États peuvent mettre en place des zones avec des lois particulières, et ils peuvent accueillir des tribus. Et ces tribus peuvent habiter directement dans l'État ou au sein des zones de l'État. Et on voit ensuite que ces tribus sont constituées d'individus qui peuvent appartenir à plusieurs tribus. Bon, voilà. Et la fin de l'article m'a particulièrement touché, parce que visiblement, Francis Fukuyama, donc qui est connu pour avoir écrit La fin de l'histoire, a écrit récemment que le libéralisme a besoin de communautés. Mais pas de communautés dans lesquelles un dieu fort dit quoi faire à tout le monde. Donc il dit le libéralisme n'est pas intrinsèquement opposé aux communautés. Il existe une version du libéralisme qui encourage le fleurissement des communautés et des vertus humaines. Communautés dans lesquelles les gens sont libres de suivre leur dieu fort. Donc quand il parle de dieu fort, en fait, ce sont les cultures fortes qui imposent fortement à leurs membres certaines contraintes. Mais il dit, le libéralisme donc peut s'accommoder de ces communautés tant que il n'y a pas une communauté qui prend le contrôle de la société tout entière. Et c'est exactement ce vers quoi je vais dans mon bouquin, et je propose une architecture institutionnelle pour mettre ça en place, précisément, ce système-là. Donc moi, je suis ravi de lire ça parce que, en France, le communautarisme, c'est très très mal vu. Donc évidemment, quand je réfléchis à ces sujets, je me sens un peu seul, quoi. Donc moi, de lire ce genre de choses, je me dis, en fait, non, c'est pas moi qui me fais un trip dans mon coin tout seul. Il y a des gens qui réfléchissent exactement aux mêmes choses, et il y a même beaucoup de gens qui travaillent à mettre en place ce genre de choses. Donc pour moi, c'est le sens de l'histoire. Et j'en parlerai plus dorénavant de communautarisme, sans que ce soit quelque chose de honteux. Même si je sais qu'en France, c'est le cas, c'est de suite levé de bouclier, tant pis. Et lui, il dit que c'est le genre de monde dans lequel il a envie de vivre. Et moi aussi. Je le rejoins complètement. C'est un monde dans lequel on est à la fois... on est libre de choisir nos contraintes, en fait. Et pour moi, c'est la seule définition valable de la liberté. Parce que la liberté absolue n'existe pas. La seule liberté qu'on a, c'est de choisir nos chaînes, quelque part. C'est un peu paradoxal, ça sonne comme un koan, mais c'est la réalité. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Si vous avez déjà expérimenté d'avoir vécu dans ce genre de communauté, ça m'intéresse. Partagez ça en commentaire. Le projet de la chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de réfléchir à la prochaine forme que va prendre l'humanité. Donc moi, je suis un ancien directeur technique, je viens du monde de la tech, et je suis aussi très féru en spiritualité, donc je m'attelle à réconcilier science et spiritualité, mais avec en ligne de mire qu'on applique ça à la société et à sa propre santé, et à la santé de la société aussi. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. S'il y a des sujets comme ça que vous avez envie que j'aborde, soumettez-les-moi.